Alors bonjour à tous et bon appétit alors pour ceux qui sont en train de déjeuner. Salut Sophia, salut Marie, bonjour Célia, Camille, Arwa, Vina. Bon effectivement Fred, t'es toujours le seul homme, hein. Pour l'instant. Ouais, pour l'instant. Alors aujourd'hui, on va démarrer cette pause cosméto avec Catherine Moriot, qui est donc experte pardon, dans tout ce qui est emballage et packaging. Enfin, Catherine, je te laisserai te présenter tout à l'heure. Et donc aujourd'hui, le thème, c'est le b.a.-ba de l'éco-conception de vos packaging. Donc voilà, je vous laisse la parole, Catherine. Bon, Allez. écoutez, merci Sandrine. Merci de m'avoir invitée pour réaliser cette présentation donc, sur les bases de l'éco-conception dans le domaine des emballages. C'est un sujet qui m'est cher. Je me présente en deux mots. Donc, moi, je suis ingénieure spécialisée dans le domaine de l'emballage et du conditionnement. J'ai créé ma société en 2011 et on a 4 champs d'intervention. En fait, le premier champ d'intervention, c'est le développement durable. Donc, ça recouvre l'éco-conception. Ça recouvre des sujets comme comment optimiser les poids et les volumes des emballages, comment faire les bons choix de matériaux d'emballage. Le deuxième champ d'intervention, je ne vais pas m'étaler parce que j'ai pas mal de choses à vous raconter et le temps est compté. Le deuxième champ d'intervention, c'est la réduction des coûts. Optimiser les coûts pour être plus compétitif, en fait. La troisième intervention concerne le développement d'emballage. Le développement, l'optimisation, ça peut être l'optimisation de la qualité, l'optimisation des coûts, l'optimisation de la mécanisation quand on a des emballages qui passent sur des lignes de conditionnement. Et le dernier aspect qu'on couvre, c'est l'optimisation de l'organisation, des process et de la gestion des données. Donc, on va s'intéresser particulièrement à l'éco-conception, donc au développement durable. La première chose que vous devez prendre en compte, c'est le contexte, que j'imagine que vous n'ignorez pas. Un petit rappel pour dire qu'on consomme plus que ce que la Terre ne peut régénérer en une année. On parle du jour du dépassement mondial. Alors, en 1970, on consommait en une année ce que la Terre régénérait en une année. On était plutôt bien. En 2018, en 7 mois, on a consommé tout ce que la Terre pouvait régénérer. Et en 2050, ce sera courant avril. Donc, plus ça vient, plus on consomme, on surexploite en fait les ressources de la Terre. Le principal problème concerne les ressources pétrochimiques, donc le pétrole. Et les experts annoncent qu'il n'y aura plus de pétrole en 2050-2070. Mais il y a d'autres matériaux qui sont aussi concernés, comme le fer, comme la silice. On utilise par exemple la silice pour produire du verre, et il y a aussi l'aluminium, à une échéance un petit peu plus lointaine, avec la bauxite. Donc, nous dégradons de façon évidente et irréversible notre environnement. Et nous, dans l'idée, vous metteurs sur le marché de produits cosmétiques, vous devez être conscient de la surexploitation des ressources naturelles, conscient de l'épuisement des ressources naturelles non renouvelables, notamment le pétrole. Le problème du réchauffement climatique, on parle d'effet de serre. Quand vous entendez parler d'effet de serre, c'est le réchauffement climatique. Il y a aussi le problème de la destruction de la couche d'ozone, de l'aggravation de la pollution dans les différents milieux. Vous avez entendu parler des océans qui étaient pollués par les déchets plastiques. C'est vraiment un gros problème. Et puis, il y a d'autres aspects comme la réduction de la biodiversité, l'extinction d'espèces animales ou végétales. Et puis, quelque chose qui se voit carrément, c'est l'accumulation visible des déchets dans la nature. Alors, une petite slide avec une dame qui va chez son poissonnier, qui dit « Vous n'auriez pas un sachet ?» Et le poissonnier qui répond « Il est dedans. » Bon, parce que les océans sont pollués par des déchets plastiques. Alors, vous pouvez vous poser la question par rapport au problème du pétrole qui s'épuise de plus en plus. Je fais quoi par rapport au plastique? J'ai 4 possibilités. Mais en fait, vous n'en avez que 3. Je vais vous expliquer pourquoi. En haut de cette slide, vous avez les plastiques issus de ressources renouvelables. Alors, ceux issus de canne à sucre, comme les bio-PE, bio-PP, etc., se recyclent comme les plastiques traditionnels, mais ne sont pas biodégradables. Donc, cela ne pose pas de problème. La question que vous pouvez vous poser, c'est la canne à sucre, on la produit essentiellement chez Braskem au Brésil. Est-ce que c'est bien d'aller chercher
des matières premières aussi loin, est-ce qu'il n'y a pas d'autres possibilités? Malgré tout, il y a des grands groupes qui se penchent sur l'exploitation de ces biopolymères, donc dans le renouvelable et non biodégradable, mais qui permettent d'éviter de consommer du pétrole. Puis de l'autre côté, il y a les plastiques issus de ressources renouvelables et biodégradables, mais ceux-ci ne se recyclent pas comme les plastiques traditionnels. Donc, est-ce que c'est bien de partir dans cette voie-là, sachant que les filières de valorisation des plastiques biodégradables n'existent pas vraiment, ne sont pas vraiment développées. Bon. Ensuite, vous retrouvez les ressources pétrochimiques, donc ça c'est les plastiques traditionnels, ici à ce niveau-là, donc qui ne sont pas biodégradables et qui seront recyclés. Et dans l'autre carré, biodégradables et issus du pétrole. Enfin, ça peut vous paraître un peu bizarre qu'il existe des plastiques biodégradables, mais qui proviennent du pétrole. Donc là, on n'arrange pas du tout la situation par rapport au pétrole, et on obtient on a des plastiques comme le PBAT, le PBS, le PCL, polycaprolactone, en fait, qui vont se décomposer en petits fragments de plastique. C'est typiquement le sachet que nous donnaient les pharmaciens quand on allait acheter nos médicaments. Quand on laissait ce sachet 2 mois, 3 mois, 4 mois, etc., il se décomposait en petits bouts de plastique qui s'immisçaient un petit peu partout dans la nature. Donc, à ne surtout pas utiliser. Donc, si vous vous intéressez aux biodégradables, privilégiez malgré tout ceux issus de ressources renouvelables, mais surtout pas les biopolymères issus du pétrole. C'est des fausses bonnes idées, en fait. Bon, il y en a, oui, il y a beaucoup de fausses bonnes idées. Ouais. Alors, on a planté le décor. Maintenant, au niveau de la réglementation, qui est de plus en plus en fait exigeante pour vous, conditionneurs de produits. Au niveau de la réglementation, alors pourquoi des réglementations d'abord? Les réglementations sont développées en 1975, ça fait déjà un moment, mais de façon très légère. Et plus on avance dans le temps, plus on est contraint au respect de ces réglementations. Même vous qui produisez peut-être 10 000 produits par an, 20 000 produits par an, vous êtes aussi responsable du respect de la réglementation. Bon, il y a les décharges saturées, j'en ai déjà parlé. Il y a aussi le problème du coût des traitements des déchets qui est croissant. Les oppositions des communes, oppositions locales, régionales, associatives pour créer de nouveaux centres de traitement des déchets. Il y a des qualités d'emballage qui compliquent réellement l'élimination. Je ferai un petit focus un petit peu plus loin dans la présentation pour vous montrer, vous dire surtout quels emballages il serait mieux que vous n'utilisiez pas. Et il y a aussi des procédés de fabrication d'emballage et des procédés d'impression des emballages qui sont plus polluants que d'autres. Donc, il faut faire très attention au type d'emballage que vous mettez sur le marché pour qu'au moins ces emballages soient recyclables. Une slide pour récapituler les mesures curatives qui ont été mises en place avec l'arrivée de la première réglementation. La première réglementation en 1975 correspondait à la loi du pollueur-payeur. Je pollue, donc je dois payer pour la pollution générée. En 1992, une loi qui portait sur la gestion des déchets, une loi cadre pour dire, bon, on a des déchets d'emballage ménager qui arrivent dans la poubelle des consommateurs, puis on a des déchets d'emballage industriel, des cartons, le film des palettes. Il va falloir pouvoir gérer ces déchets. En 1992 est arrivé un décret qui a annoncé l'arrivée d'éco-emballage, qui est devenu Citeo en 1993. Citeo, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un éco-organisme français. Il existe aussi à Delft comme éco-organisme français, chargé d'assurer la valorisation des déchets d'emballage. Et on a Citeo en France, on a Fosplus en Belgique, on a DSD en Allemagne. Il existe un éco-organisme dans tous les pays de l'Union européenne, avec des barèmes de calcul des éco-contributions qui sont différents selon les pays. Donc, depuis 1993, on doit payer une éco-contribution pour faire en sorte que notre déchet d'emballage qui arrive dans la poubelle de vos clients, dans nos poubelles, soit valorisé essentiellement par recyclage matière. Et en 1994, on a dit aux entreprises, vous devez aussi assurer la gestion des déchets d'emballage non ménagers. Ça peut être des caisses carton, du film de banderolage des palettes. Bon, tout ça correspond, comme j'ai dit, à des mesures curatives. En 1994, a été votée une directive. Donc, directive, je rappelle, c'est au niveau européen. Et un décret, c'est une transposition de la directive dans le droit du pays. Donc, pour la France, la directive de 1994
a été transposée en décret 2007-1467. Et celle-ci, vous devez la respecter. Elle porte sur quoi? Elle dit, vous devez minimiser l'utilisation des substances dangereuses. Vous devez voir ça avec vos fournisseurs. Faire en sorte de remplacer les matières dangereuses qui sont utilisées pour fabriquer vos emballages ou pour imprimer vos emballages. Par exemple, on imprime un étui-carton avec un solvant à base d'alcool isopropylique. Ben, on va remplacer cet alcool isopropylique par de l'huile de lin, de l'huile de colza pour utiliser en fait une encre végétale et pas une encre avec des composants néfastes comme l'alcool isopropylique. Vous devez respecter les teneurs limites en métaux lourds. Et là, il y a des seuils à respecter. Pas plus de 100 parties par million en masse de plomb, de cadmium, de mercure et de chrome hexavalent. Et ça, vous allez dire, mais qu'est-ce que c'est que ça? Comment je fais pour le vérifier? Ben, je demande à mon fournisseur une attestation par rapport à la directive de 94, par rapport au décret, pour être sûr qu'au moins au niveau des substances dangereuses, je suis OK. Au niveau des métaux lourds, je respecte bien les teneurs maximum autorisées. Et puis, une autre exigence, c'est chercher à optimiser les poids et les volumes de vos emballages. Sans nuire à leur fonction essentielle. Il faut que vos emballages restent sympathiques, attractifs, pratiques, qu'ils ne présentent pas de défaut de qualité. Donc, il faut trouver avec vos fournisseurs le juste milieu, le juste poids, le juste volume, pour avoir un produit sympa qui se vende bien, qui préserve bien les caractéristiques de vos produits. Et vous devez voir aussi avec votre fournisseur si votre emballage est bien valorisable en fin de vie. Valorisable, ça veut dire quoi? Je veux avoir un déchet. Est-ce que je vais pouvoir le recycler? Et ça, c'est la voie de valorisation qui est à privilégier. Donc, voir avec vos fournisseurs si vos emballages sont bien recyclables et qui ne posent pas de problème, qui ne sont pas perturbateurs dans la chaîne de recyclage de vos emballages. Une autre possibilité, s'ils ne sont pas recyclables, ils vont être brûlés. Et si on les brûle, il faut qu'on puisse récupérer de l'énergie. Hein, on ne va pas brûler sans récupérer de l'énergie. Et la troisième possibilité, c'est d'utiliser des emballages compostables biodégradables. Mais bon, je vous ai indiqué quelques limites par rapport à ces biodégradables compostables, sachant qu'il n'existe pas franchement de filière de valorisation mature sur ces emballages-là. Donc, on vous incite à utiliser moins d'emballages et autant que possible des emballages qui puissent être recyclés pour produire d'autres matériaux, d'autres emballages. Au niveau de la réduction à la source, comment faire pour optimiser vos emballages? Vous devez étudier avec vos fournisseurs comment procéder pour travailler sur l'évolution de la conception des produits. On verra quelques exemples dans votre secteur de produits qui ont évolué pour optimiser le volume et le poids des emballages. Après, comment faire pour optimiser le procédé de conditionnement des produits? Est-ce qu'on ne peut pas réfléchir à une conception différente de l'emballage? Est-ce qu'on ne peut pas simplifier le système d'emballage, supprimer des éléments d'emballage qui ne seraient pas forcément utiles? Je vous montrerai quelques exemples après. Optimiser les dimensions des emballages, ça paraît évident. Optimiser la logistique, ça veut dire optimiser les plans de palettisation pour qu'il y ait moins de palettes, moins de camions sur les routes. Est-ce qu'on ne peut pas réfléchir à l'exploitation de nouveaux matériaux plus performants? Je vous donnerai un exemple avec Yves Rocher. Et est-ce qu'on ne peut pas optimiser les process de fabrication? Alors, vous n'êtes pas forcément expert en emballage, vous devez utiliser l'expertise de vos fournisseurs pour réfléchir en fait à toutes ces pistes qui permettront d'optimiser les poids et les volumes de vos emballages. Donc, quelques exemples qui existent, alors beaucoup d'exemples dans des domaines autres que le vôtre. On a beaucoup moins d'exemples dans votre secteur. Dans le domaine lessivier, par exemple, une réflexion pour proposer un produit 3 en 1 avec Sun, un produit qui fait tout, c'est très bien. Dans le domaine du café, une réflexion sur comment faire pour optimiser le procédé de conditionnement du café pour que le café soit plus compact. On a toujours 250 grammes de café, mais on utilise avec un café, compacté, moins de matériaux d'emballage comme vous pouvez le constater. Il faut que votre réflexion porte sur le suremballage aussi. Vous devez réfléchir à l'optimisation de vos emballages, mais aussi des caisses carton qui vont regrouper vos produits. Réfléchir en fait à tous les emballages qui vont être mis en œuvre pour vos produits, pour le transport de vos produits, pour la palettisation de vos produits. Donc là, un exemple chez Fleury Michon qui a dit oui, je pourrais utiliser des plateaux. Chez Belle qui a dit oui, je pourrais peut-être supprimer cette coiffe si je renforce mon présentoir. Chez Asdelica où vraiment il y a eu
une grosse erreur de conception à la base d'un flacon qui présentait un volume très important. À gauche, on a 1 litre, à droite, on a 1 litre. Bon. On aurait pu éviter d'avoir à réaliser cette optimisation de design. Avec les pizzas, bon, c'est simplement un exemple pour dire, si je réfléchis à l'optimisation du volume de mon emballage, de l'emballage de mon produit, je vais pouvoir optimiser le volume de mon emballage de regroupement. Bon. Et avec l'exemple d'Yves Rocher, par exemple, Yves Rocher, ce sont des flacons de shampoing. Yves Rocher conditionnait ses shampoings dans des flacons en PET, densité 1,4. Et ils ont réfléchi à comment alléger donc, ces poids de flacons. Et ils se sont dit, pourquoi pas utiliser de l'OPP clarifié densité 0,9. Réflexion, donc toujours à voir avec vos fournisseurs. D'un côté, j'ai une densité d'1,4, de l'autre côté, une densité de 0,9. Donc forcément, je vais pouvoir alléger le poids de mon flacon. Là, c'est un travail chez Danette. On ne voit pas de différence entre la photo de gauche et celle de droite. On a simplement réfléchi à comment optimiser l'épaisseur du polystyrène pour avoir des pots de Danette moins lourds. Et là, c'est une réflexion sur le par combien. Vous avez vos produits qui sont groupés dans des caisses. Le par combien, c'est ce qu'on appelle le PCB. Le PCB doit être ajusté pour optimiser votre besoin. Pour optimiser votre besoin, pour optimiser la palettisation. Là, dans l'exemple qui est présenté, j'ai des briques de jus de fruits qui sont regroupées par 6 dans une barquette en carton. Et en fait, c'est une marque Carrefour qui s'est dit, oui, mais si je les regroupais par 4 et je les regroupais sous film, j'optimiserais mes plans de palettisation. J'aurais plus autant de déchets dans les linéaires, mais ça, on s'éloigne un peu du sujet. La proposition donc, de briques sous film par 4 est plus environnementale que la proposition de 6 briques sous barquette carton. On fait une ACV, imaginez, on réalise une analyse de cycle de vie pour mesurer les impacts environnementaux de la barquette carton par rapport au film plastique. On rapporte le poids de la barquette carton à 4 briques pour pouvoir comparer des choses comparables. Alors, on aura de meilleurs résultats avec le film plastique. Il ne faut pas dire que le plastique est à bannir. Alors, ça, ce sont des exemples que Sandrine m'a fournis, n'est-ce pas? Pour étayer un peu ce qui se passe dans votre domaine. Alors, le domaine de COSI, alors le domaine du vrac. Du vrac avec ces cosmétiques qui peuvent permettre de remplir des contenants portés par les utilisateurs. L'exemple de là-haut avec le shampoing conditionné dans des flacons alu qui vont être consignés chez les coiffeurs. Donc l'alu, ce n'est pas forcément le meilleur matériau. Il consomme beaucoup d'énergie pour sa production, sauf que s'il est consigné, on réduit un petit peu la facture. Et si on utilise de l'alu recyclé, et pas de l'alu vierge, on réduit les impacts effets de serre. Donc l'alu n'est pas à exclure non plus totalement. Un travail sur les produits, votre réflexion, elle peut aussi porter sur le produit, l'évolution de la conception du produit. Chez Yodi, des cosmétiques en poudre. Chez 900 Care, des cosmétiques solides, rechargeables. Donc, je vais assez vite, mais pour vous dire que dans votre domaine, il y a beaucoup moins d'exemples que dans les autres secteurs, mais il y a quand même des efforts qui sont faits de plus en plus pour travailler dans le domaine de l'éco-conception. Alors, pourquoi vous devez privilégier des emballages recyclables? Parce que, forcément, ça va de soi, quand on recycle les emballages, on va limiter la consommation d'énergie et de ressources naturelles. Si, par exemple, on recycle 1 tonne de plastique, on va économiser entre 600 et 800 kg de pétrole. C'est avec le recyclage, c'est la voie de valorisation la plus bénéfique pour l'environnement par rapport aux autres possibilités qui sont offertes. Donc, mon conseil numéro 1 pour vous, c'est de dire, je mets sur le marché des produits dans des emballages qui sont recyclables, même si vos emballages sont rechargeables, réemplissables. Pensez qu'à la fin de vie de cet emballage-là, il faudra bien en faire quelque chose. Donc, privilégier le recyclable. Une slide pour dire que l'utilisation de matériaux recyclés réduit l'impact effet de serre, donc le réchauffement climatique par rapport aux matériaux vierges. Donc, vous devez aussi avoir une réflexion sur quel taux d'intégration de matières recyclées je pourrais envisager dans l'emballage de mes produits. Regardez, c'est flagrant pour l'alu. Je vous ai donné l'exemple de l'alu. L'alu, c'est près de 3 tonnes d'équivalent carbone généré par tonne de matériaux
alu vierge. Et on descend à 674 kg si on est en 100% cyclé. Et comme on recycle de plus en plus les emballages, on n'a pas trop de problèmes d'approvisionnement en matériaux cyclés. Donc, autre réflexion que vous devez avoir, c'est comment je peux intégrer des matériaux recyclés dans mes emballages. Alors, je fais un petit zoom sur le barème Citeo. Le barème Citeo correspond, alors je rappelle en 2 secondes, Citeo, l'éco-organisme, au même titre qu'ADELF en France, qui assure la valorisation des déchets d'emballage, qui fait le lien entre nous, consommateurs, les communes qui récupèrent nos déchets et les filières de valorisation qui vont recycler, valoriser nos déchets. Donc, si vous produisez moins de 10 000 UVC par an, vous allez simplement, vous êtes obligé d'adhérer à Citeo. C'est pas c'est depuis 1993. Vous devez être adhérent à Citeo et régler une facture de 80 €. Si vous mettez sur le marché moins de 500 000 UVC, bon, vous montez en puissance. L'idée, c'est que vous vous développiez. Il arrivera un moment où vous serez à ce seuil, moins de 500 000 UVC. Là, vous paierez un barème, une éco-contribution, selon une grille tarifaire. J'ai un flacon, je vais payer tant pour ce flacon qui est constitué de tels matériaux. Et si vous montez encore en puissance, alors là, gloire à vous, plus de 500 000 UVC par an, vous faites fortune. Là, ça sera plus compliqué. Il faudra que vous fassiez une déclaration par UVC mis sur le marché, selon les poids des emballages et selon le type de matériaux mis en œuvre. Il existe un barème, vous n'en êtes pas encore là, je pense. Il existe un barème qui dit qu'on paye tant de centimes d'euros pour tel matériau, tant de centimes d'euros pour tel autre matériau. Là, ça commence à se compliquer. À cela, c'est ce qu'on appelle la contribution au poids par matériau. À cela s'ajoute une contribution à l'unité d'emballage. Puis votre emballage comporte des composants qui sont détachables au moment où le consommateur met son emballage à la poubelle. Je donne un exemple simple. J'ai un pot avec un couvercle. On imagine que le consommateur va pas remettre le couvercle sur le pot. Il va jeter d'un côté le pot et le couvercle de l'autre côté. Donc, ça fera 2 composants d'emballage. Plus vous avez de composants d'emballage, et plus vous paierez une contribution à l'unité d'emballage importante. Là aussi, il y a une grille tarifaire qui est bien déterminée. Puis après, il y a l'histoire de bonus. Si vous êtes des bons élèves et que vous mettez sur le marché des emballages qui ne perturbent pas le recyclage. Si vous indiquez bien au consommateur comment recycler son emballage, cette partie-là d'emballage, le consommateur devra l'acheter parce qu'il ne sera pas recyclable, et cette autre partie devra l'acheter dans la poubelle qui va bien. Il y a l'histoire des malus. Je m'intéresse aux malus parce que ça montre vraiment ce qu'il ne faut pas faire. Alors, il y a 3 niveaux de malus. Un malus de 10%, un de 50% et un de 100%. Imaginez, vous développez un emballage en verre avec un système de fermeture qui est en acier non magnétique. Pas bien. Donc, vous allez avoir un malus de 10%. Votre éco-contribution va être augmentée. Vous utilisez un plastique, un emballage en plastique sombre qui ne va pas être détectable par le tri optique. Le tri optique, c'est un moyen qui permet de trier les matériaux selon leur nature. Si votre emballage est noir, par exemple, il est teinté avec un colorant qu'on appelle le noir de carbone. Il ne pourra pas être détecté, donc il passera en déchet non valorisable. Si vous utilisez un PE ou un PP de densité supérieure à 1, normalement le PE et le PP, c'est densité 0,9. Si la densité est supérieure à 1, parce qu'on a rajouté des charges dans le matériau pour avoir un matériau plus lourd, il ne sera pas recyclable non plus. Bon, le cas des bouteilles et flacons en PET qui contiennent des bidons en verre, je ne pense pas que vous utilisiez ça. Les emballages en papier-carton, par contre, imprimés avec des encres à base d'huile minérale, ça peut être problématique. Les huiles minérales, c'est le solvant, correspond au solvant qu'on utilise dans les encres d'impression de vos étuis, par exemple. Il faut éviter, il faut carrément que vous éliminiez tout solvant à base d'huile minérale dans vos encres d'impression. Pourquoi les huiles minérales posent problème? Parce qu'elles contiennent des composés qu'on appelle les MOSH et les MOA, issus de la pétrochimie, qui sont susceptibles d'être cancérigènes. Et quand on va recycler votre étui carton, imaginez imprimé avec une encre à base d'huile minérale, avec d'autres cartons, papier carton, en fait, l'huile minérale va se disséminer un petit peu partout. Et on ne pourra plus utiliser le carton recyclé pour un contact alimentaire derrière. Donc, il y a un malus pour ça.
Donc, tu préconises, je te coupe 2 minutes, Catherine, du coup, tu préconises une encre naturelle alimentaire. Une encre végétale, une encre avec une encre à base d'eau, avec un solvant qui pourrait être de l'eau, une encre à base d'alcool, si ça peut être ça peut être de l'alcool, mais pas d'encre à base d'huile minérale. Donc, dans vos échanges avec les fournisseurs, pour les emballages en carton, papier carton qui vont être imprimés, dites bien que vous ne voulez pas d'encre à base d'huile minérale. Ouais. Voilà. Et il y a un autre malus qui est plus gênant, c'est quand on utilise un emballage en verre autre que sodo-calcique ou autre que sodo-calcique, ça va être le verre à boire par exemple, ou sodo-calcique mais qui comporte des éléments infusibles associés. Comme éléments infusibles associés, il y a la porcelaine, la céramique, le grès. Vous voyez peut-être les bouteilles de limonade artisanale où on a un bouchon avec une petite capsule qui est en porcelaine. Ça existe aussi pour la bière, ce type de bouteille. C'est très problématique. Ça ne permettra pas le recyclage correct du verre. Les emballages en carton armé à éliminer, mais ça, je ne pense pas que vous êtes concerné. Et tout emballage que vous pourriez utiliser en termes de flacons, par exemple, flacon PET, qui pourrait être associé à de l'aluminium, à du PVC ou du silicone de densité supérieure à 1. Ces 3 diapos, elles disent vraiment ce qu'il ne faut pas faire. Le PVC, évitez également. Ben voilà, le PVC, malus dissuasif de 100%, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Quand on a une bouteille, un flacon, un emballage rigide en PET qui est opaque, qui comporte une charge minérale supérieure à 4%. Quand on a un emballage en PVC, bouteille, flacon en PVC. Alors, on autorise de plus en plus, enfin en 2022 par exemple, on autorisera les consommateurs à acheter tous leurs emballages plastiques dans la poubelle de tri, pour valorisation. Sauf que les bouteilles ou flacons en PVC ne seront pas valorisés, ne seront pas recyclés. Ok. Donc, gardez en mémoire ces 3 slides pour dire à vos fournisseurs, moi attention, si je développe un flacon, je ne veux pas de flacon PVC, je ne veux pas de flacon opaque, je ne veux pas de flacon, par exemple, avec du noir de carbone ou de pot avec du noir de carbone. Enfin, faire attention. Maintenant, une petite explication sur des logos que vous voyez sur les emballages. À gauche, vous voyez l'anneau de Möbius. Quand on voit ce petit triangle, si vous avez une bouteille d'eau devant vous, vous regardez au fond de votre bouteille d'eau, vous verrez cet anneau. Ça signifie que l'emballage est recyclable. Ça peut être un produit ou un emballage est recyclable. Si on voit un chiffre au centre, ça veut dire la proportion de recyclé intégrée à l'emballage. À droite, vous voyez le point vert. Le point vert signifie que l'entreprise adhère à un éco-organisme comme Citeo, ADELF pour la France. Si vous vendez votre produit en Belgique, il faudra que vous adhériez à Fospus. Si vous vendez votre produit en Allemagne, il faudra que vous adhériez à DST. Ça complique. Donc, est-ce que vous vendez votre produit uniquement sur le marché français ou à l'export? Dans tous les pays de l'Union européenne, vous aurez un équivalent de Citeo ou ADELF. Mais attention, ce point vert, il est troublant pour les consommateurs. Parce que les consommateurs se disent, mais je vois un truc qui tourne, une flèche qui tourne, ça doit vouloir dire que l'emballage est recyclable. Or, c'est absolument pas vrai. Ça veut dire simplement que l'entreprise est adhérente à Éco-emballage, enfin Citeo, et paye une éco-contribution pour traiter le déchet en fin de vie. Alors, ce qu'il faut indiquer sur les emballages, sauf que vous avez peu de place généralement sur les emballages, mais avec ce petit marquage, vous indiquez clairement au consommateur ce qu'il doit jeter dans la poubelle de déchets d'hiver et ce qu'il doit recycler. Vous avez plusieurs possibilités. Donc, si vous n'avez pas de place, qui doit être votre cas, vous indiquez uniquement le petit bonhomme là, qui correspond à ce qu'on appelle le logo Triman. Si vous voulez bien faire, il faut que, comme vous le voyez sur vos bouteilles d'eau, par exemple, il y ait le marquage du type de plastique qui compose votre emballage. C'est du PET. J'aurai la boucle de Möbius avec un numéro au centre, un chiffre au centre. Le chiffre est de 1 pour le PET, de 2 pour le PEHD, etc. Ça va jusqu'à 7. Et ça a pour objectif de faciliter le tri, donc la valorisation des déchets par la suite. Alors, il y a l'histoire des emballages qui sont recyclables, qui intègrent du recyclé, les choses à ne pas faire. Puis il y a aussi l'histoire des emballages rechargeables, comme dans les exemples que je vous ai montrés, que Sandrine m'avait communiqué. Il y a une loi qui date de février, qu'on appelle la loi AGEC, qui dit qu'il va falloir augmenter la part des emballages employés mis
sur le marché par rapport aux emballages à usage unique, pour atteindre une proportion de 5% en 2023, 10% en 2027. Vous n'êtes pas obligé aujourd'hui de développer des emballages rechargeables. Simplement, c'est dans l'air du temps, on dit, plutôt que de mettre sur le marché des emballages à usage unique, des emballages rechargeables, c'est plutôt mieux. Mais vous n'êtes pas obligé non plus de mettre sur le marché des emballages rechargeables. On veut quand même la fin de la mise sur le marché des emballages en plastique à usage unique d'ici 2040. Bon, ça nous laisse encore 20 ans pour réfléchir à des alternatives. Il faut réduire de 50% le nombre de bouteilles. Alors les bouteilles, là, on est sur le marché des boissons, donc là, vous n'êtes pas concerné. Et il est question de créer un observatoire du réemploi de la réutilisation avant le 1er janvier 2021. Donc il doit y avoir aujourd'hui, au niveau du gouvernement, un observatoire du réemploi et de la réutilisation pour voir comment les choses bougent. Donc le rechargeable, le réemplissable, c'est une piste intéressante, mais vous n'êtes pas obligé de vous lancer dans cette piste-là, parce qu'après, il y a toute une histoire de logistique qu'il faut pouvoir maîtriser, de traçabilité aussi. Un exemple chez Yves Rocher, encore une fois, ils sont très actifs, ils ont développé un emballage rechargeable. Alors là, on a un petit pot, puis à l'intérieur, il y a ce qu'on appelle une cupule. La cupule, vous la voyez ici, à droite. C'est en fait un petit pot qu'on va acheter chez Yves Rocher pour recharger notre pot qu'on va conserver. Donc tout ça aboutit à des gains, en tonnes de matériaux économisés. Tout cela dépend bien sûr du nombre de produits que vous mettez sur le marché. Les chiffres sont plus ou moins importants selon les ventes réalisées. Bon, on rentre dans le sujet de l'éco-conception. C'est quoi l'éco-conception? L'éco-conception, c'est le fruit d'une approche globale, volontaire et préventive. Volontaire, ça veut dire que ce n'est pas obligatoire, mais c'est de plus en plus quand même... on incite de plus en plus les industriels à se pencher sur le sujet. Si vous ne vous penchez pas sur le sujet, vous paierez plus d'éco-contribution. Et les consommateurs se détourneront peut-être de vos produits. Donc, vous avez tout intérêt à vous y pencher. L'objectif, c'est de concevoir un produit, un emballage, de façon à réduire au maximum les impacts sur l'environnement. C'est quoi les impacts? C'est l'épuisement des ressources naturelles, on en a parlé au début. Le changement climatique, le réchauffement, la pollution des différents milieux, les déchets qu'on va occasionner, puis il y a d'autres aspects comme les bruits, la dégradation des espaces, du cadre de vie, l'atteinte à la biodiversité. Nous, on s'intéresse au niveau des emballages à ces 4 premiers impacts. Alors, il est clair que aucun emballage ne parcourt son cycle de vie sans consommer ni polluer. Le meilleur emballage, c'est l'emballage zéro. On va forcément consommer des ressources, consommer de l'énergie. L'idée, c'est de consommer le moins possible. Comprendre l'éco-conception, c'est aussi comprendre la notion de flux. Pour produire un emballage, on utilise des matières, on utilise de l'énergie et on va générer des déchets, des émissions liquides, des émissions gazeuses qui vont polluer les différents milieux. À chaque étape du cycle de vie de notre produit, on va produire des impacts sous forme de pollution de l'air, des sols, des eaux, on va produire des déchets, etc. Sauf qu'il y a des flux, des impacts qui sont positifs. Par exemple, si j'incinère un emballage et que je récupère de l'énergie, je vais avoir une ressource positive qui est l'énergie que j'aurais récupérée en ayant incinéré mon produit. Et c'est encore mieux si je recycle mon emballage, vous l'aurez compris. Si je recycle un emballage, je vais produire une ressource, une matière première que je vais pouvoir utiliser pour reproduire des emballages. Donc les impacts sont négatifs le plus souvent, mais il peut y avoir aussi des impacts positifs quand on fait les bons choix d'emballage. Il y a la notion de cycle de vie aussi à prendre en compte. Donc, un emballage traverse de nombreuses étapes durant son cycle de vie qu'on doit prendre en compte, depuis la production de l'extraction des matières premières jusqu'à la valorisation de l'emballage usagé. On prend en compte toutes ces étapes quand on analyse les impacts d'un emballage sur l'environnement. Au niveau de l'environnement, on prend en compte tous les milieux, l'eau, l'air, les sols, mais aussi les êtres vivants, animaux, etc., faune, flore, et nous, les humains, et aussi les ressources naturelles. Et tous ces éléments sont en interrelation. Alors, quand on parle d'éco-conception, on doit aussi tenir compte de la notion d'unité fonctionnelle. Il faut réduire les impacts des emballages sur l'environnement, mais surtout ne pas dégrader leur qualité d'usage, sauf si on se rend compte que j'ai des fonctionnalités sur mon emballage qui ne sont pas franchement utiles. Je vous donne un exemple qui n'est pas dans votre secteur, l'exemple du paquet de café carte noire.
qui, pendant longtemps, a proposé ces paquets de café moulu avec une bande, une languette pour permettre la refermeture du paquet. Et ils se sont dit, cette languette, c'est un composant d'emballage en plus. Et en plus, cette languette, elle referme une fois, 2 fois, maximum, mais pas plus. Ce n'est pas franchement utile pour le consommateur qui va utiliser un pot pour verser son paquet, pour verser son café dans le pot, ou qui va utiliser une pince à linge, un élastique, je ne sais quoi. Donc ils se sont dit, je vais supprimer ce composant d'emballage et ça ne va pas gêner le consommateur. Donc vous aussi, vous devez vous poser la question de savoir si tous les composants d'emballage ou toutes les fonctionnalités que vous proposez sont réellement utiles pour vos clients. Tout ce qui est inutile, on fait la chasse. Et la notion d'éco-conception, c'est une notion relative. On compare un emballage avant action d'éco-conception, après action d'éco-conception, ou bien on compare un emballage A par rapport à un emballage B. Donc il faut pouvoir comparer. Et on compare un emballage de 100 ml, par exemple, de shampoing avec un autre emballage de 100 ml. S'il fait 200 ml, je réduis les poids par 2. Je dois comparer des choses comparables. Donc il faut une vision globale, multi-étapes, multi-critères, pour éviter, pour déjà identifier les impacts qu'on va générer, et pour éviter, arbitrer les transferts de pollution. La seule chose qui vous... Par exemple, est-ce que c'est bien que Yves Rocher ait choisi de passer ses flacons de shampoing en PET à de l'OPP? Est-ce qu'il a bien fait? Est-ce qu'ils n'ont pas eu le réflexe de réaliser une analyse de cycle de vie, hein, une ACV. Alors vous allez dire, mais je n'ai pas d'outil d'ACV. Vous allez dire ça. Sauf que si vous allez voir, vous avez la possibilité gratuitement d'accéder à un outil développé par Citeo pour faire les bons choix. Alors, si vous travaillez uniquement sur l'optimisation du poids et du volume de vos emballages, ceux en collaboration avec vos fournisseurs par exemple, vous ne changez pas le matériau, forcément, vous êtes sûr de faire bien. Vous ne dégradez pas les choses, vous les améliorez. Vous ne générez pas de transfert de pollution. Alors, on va voir maintenant les critères, les principaux outils d'éco-conception rapidement. Donc, il y a certains critères sur lesquels vous devez être hyper vigilant. Le poids, je vais chercher à l'optimiser. Alors, poids des composants d'emballage 1, 2, 3, ça veut dire emballage primaire pour l'emballage consommateur en fait. Emballage secondaire, c'est l'emballage de regroupement. Le tertiaire, ça va être tout ce qui est palettisation, accessoires de palettisation. Je vais chercher à optimiser le poids rapporté à le poids de l'ensemble des emballages rapporté à un produit. Ça va, je ne vais pas trop vite. Non, bon. Après, il y a le... Ça va, mais en fait, du coup, il nous reste, allez, il est 40. On aura ce listing de toute manière. Ne vous inquiétez pas si on passe très vite avec Catherine, mais du coup, vous aurez ce listing après. Il y aura le listing. Donc, il y a le volume, il y a la capacité de compactage. Vous voyez qu'il y a 3 plus ou 2 plus. Quand il y a 3 plus, c'est un critère très important. 2 plus, c'est un petit peu moins important. Il y a la facilité de tri des déchets en vue du recyclage. Il y a la qualité de valorisation des emballages en fin de vie. On privilégie le recyclage, je vous l'ai déjà dit. Il y a l'aptitude à la réutilisation, ça c'est optionnel. Il y a le pourcentage de recyclés qui ont dans la composition des matériaux. Il y a le caractère renouvelable des ressources utilisées dans les matériaux d'emballage. Puis après, vous pouvez vous dire, je ne vais pas aller chercher un fournisseur d'emballage qui situe à l'opposé qui situe très loin. Je vais privilégier des fournisseurs qui sont à proximité, qui se trouvent à proximité du site de conditionnement. Et ensuite, il y a l'aspect impact environnemental général. Donc, tout ça, vous l'aurez. En fait, vous avez deux outils essentiels en fait, pour mesurer les impacts sur l'environnement. Il y a l'analyse du cycle de vie. Alors, vous pouvez, quand vous serez une grosse entreprise, faire appel à des sociétés privées comme BioIntelligence Service, comme PricewaterhouseCoopers. Sauf que si vous comparez un emballage A avec un emballage B, avec ces sociétés spécialisées, ça va vous coûter quelque chose comme 15 000 €. Hein, bon, alors on oublie. Hein, par contre, vous, dès lors que vous mettez sur le marché des produits sur le marché français, vous devez, comme j'ai dit, adhérer à Citeo. Citeo propose un logiciel qui s'appelle le BI comme une abeille. Ce logiciel, c'est un tableur Excel qui est très simple et qui vous permet vous y avez accès gratuitement, il vous permet de calculer les impacts environnementaux d'un emballage par rapport à un autre emballage. Par contre, il n'est pas possible d'utiliser les résultats
de votre analyse pour communiquer sur l'emballage. C'est juste un outil à usage interne, mais que vous pouvez partager avec vos fournisseurs. Vos fournisseurs d'emballage, ça peut être vos partenaires pour l'éco-conception de vos emballages. Une autre solution aussi à discuter avec votre fournisseur, c'est utiliser une checklist qui a été développée encore une fois par Citeo. Ils sont très actifs pour aider les entreprises à mieux faire. Et là, je montre un extrait. Il y a 45 questions. On ne va pas balayer les 45 questions. Sandrine va dire on explose le compteur. Bon. Donc, la réflexion, elle porte sur toutes les étapes du cycle de vie, depuis la conception du produit. Exemple, est-ce que je peux modifier mon produit pour réduire, simplifier, supprimer un des éléments de l'emballage? En fait, le fait de proposer des produits en poudre plutôt que sous une forme liquide permet cela. Donc, à discuter. Alors, vous discutez avec votre labo qui va vous produire votre produit. Oui, c'est possible. Non, c'est pas possible. Ne sait pas, on n'a pas la réponse. NA, ça veut dire non adapté. Action, qui va prendre en charge le sujet. Ou la dernière colonne, c'est point critique. C'est non, on ne peut pas aller plus loin dans l'optimisation de la conception du produit. Donc, un tableau, une liste de questions pour chaque étape du cycle de vie, à discuter avec votre fournisseur, encore une fois. Enfin, il faut valoriser votre démarche. C'est quand même bien de savoir, je fais des efforts. Vous allez forcément réaliser des gains économiques, forcément. Il y a aussi des gains environnementaux. Alors, sans parler de tonnes de matériaux que vous allez économiser, sauf quand vous produirez plus de 500 000 UVC par an, et vous pourrez valoriser le nombre de tonnes économisées, le nombre de palettes ou de camions économisés. Vous pourrez valoriser le poids d'emballage global rapporté à un produit donné qui a été réduit de tant de grammes à tant de grammes. Vous devrez, si vous êtes vraiment engagé dans la démarche d'éco-conception, vous dire voilà, à l'instant T, par rapport au lancement de mes produits initiaux, voilà comment j'ai amélioré la situation. Et comme les emballages, on est dans un secteur qui est passionnant, le secteur de l'emballage, parce qu'il y a beaucoup de choses qui évoluent, de nouveaux matériaux qui arrivent sur le marché. Donc, ce que vous avez fait à l'instant T doit être remis en cause à l'instant T plus 1 parce qu'il y a peut-être de nouveaux matériaux, de nouvelles possibilités qui vont s'offrir à vous. Donc, il y a une grille que vous pourriez exploiter qui porte sur les poids, les volumes, les aspects qualitatifs, l'aptitude à la valorisation matière, l'incorporation de recyclés, etc. Donc, tout ça, vous l'aurez. Vous l'aurez. Donc, je pense que j'ai tenu le... Ah, j'ai encore 1 minute. Merci pour votre réponse. Oh, Catherine. Alors là, je suis quand même pas mauvaise. Alors. Top. Bon. Merci. Alors maintenant, je pense qu'on a quelques questions qui vont arriver. C'était dense, mais ouais, on a bien tenu le timing. Est-ce que... Alors Catherine, on passe en écran... Alors attends, j'enlève le partage d'écran. Hop, est-ce que tout le monde est là? Ok. Alors, est-ce que vous avez des questions? Non, parce que c'était très clair. Alors, Fred, il a toujours des questions. Pas que j'en ai pas, c'est quand même trop, tu veux dire. Comme j'ai un double métier dans lequel, évidemment, mon métier consiste à aider les consommateurs à mieux gérer leurs déchets et à en valoriser le geste qu'ils font, évidemment, je suis un peu spécialiste, non pas des emballages, mais de la fin de vie des produits. Donc, la double casquette, j'avais beaucoup de questions, mais je ne veux pas polluer les choses au niveau technique parce que je trouvais que c'était très précis ce que vous dites et très tout à fait évident. La seule chose que je dirais, c'est qu'à partir du moment où le produit arrive dans les mains du consommateur, les calculs sont complexes, mais se font. À partir du moment où le consommateur se trompe de poubelle ou le jette par terre, tout est faussé. Donc, je veux dire que la véritable calcul, c'est jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'à on a un système qui permet qu'un produit individuel, avec un code individuel, on puisse tracer sa vie jusqu'à le fait qu'il soit recyclé. Voilà ce que je me permets de vous dire. Et on est d'accord pour dire que le recyclage, c'est vraiment la voie de valorisation à étudier, à assurer? Largement. Vous êtes d'accord? Ok. Bon. Ah non, rien à dire sur votre exposé. Au contraire, je le trouve très, très intéressant parce qu'il brasse vraiment des choses
un peu complexe et en même temps très, très simplifié, et en même temps, il montre la voie, le vrai problème. Et là, je prends une autre casquette, c'est fabricant de cosmétiques. Le vrai problème, c'est que je ne vois que des gens qui se posent des problèmes maintenant, au lieu de trouver des solutions. C'est-à-dire qu'à force de vouloir faire bien et bien et bien, ils ne sortent pas leurs produits, ou ils sortent un produit dégradé. Il ne faut pas oublier que quand même le prix est important, que l'export est important, et que tous ces calculs-là sont extrêmement biaisés par le fait qu'on doit l'envoyer peut-être aux États-Unis ou en Angleterre. Enfin, il ne faut pas non plus être un obsédé de tout, parce qu'à un moment donné, il faut rentabiliser sa boîte et quand même lancer le produit. Voilà, tout ce que je veux dire. Exactement. C'est vrai. Alors, on a déjà deux questions. Mmh. On a déjà deux questions. Anne-Sophie qui demande « Que pensez-vous du système de consigne ?» Alors, le système de consigne. Que penser du système de consigne? En fait, il est de plus en plus dans l'air du temps. Il est de plus en plus dans l'air du temps, donc et il correspond à ce que souhaite la nouvelle loi AGEC, à savoir développer les emballages rechargeables, réemplissables. Ce qui peut poser problème par rapport à la consigne. La consigne, c'est on ramène en fait l'emballage sur le point de vente, c'est ça? Je pense que c'est ça. Anne-Sophie, tu veux peut-être prendre la parole? Oui, oui, c'est ça. Est-ce qu'en termes d'impact, par exemple, parce que si par exemple on fait de la consigne, mais qu'en e-shop, est-ce qu'en termes d'impact de tout ce qui va être transport, est-ce que ça va être finalement, en temps d'émissions de carbone, plus impactant que de recycler, par exemple, le contenant, quoi? Ça, c'est une question qui est vraiment pas facile. Merci Anne-Sophie pour cette question. De rien, j'en profite. Non, mais c'est vrai, parce qu'il y a l'histoire de la logistique, comment faire pour récupérer les emballages, pour les nettoyer, et après l'histoire de la logistique, des coûts logistiques effectivement qui peuvent se poser. Donc, est-ce que c'est bien de développer des emballages consignés? Oui, par rapport à l'évolution de la réglementation, mais d'un point de vue pratique, ça vous complique un petit peu la vie, à mon avis. Oui, c'est sûr. De votre labo. C'est On trouve une réponse. Qu'est-ce que pense Fred? Ah ben oui, merci, excusez-moi. C'est des faux amis, bons amis. Le problème, il est clair, c'est que personne ne sait calculer ça, parce que quand vous achetez un emballage, vous ne savez pas si demain vous allez vendre que sur eShop, ou après-demain vous allez vendre chez Monoprix, et après-demain vous allez vous retrouver dans un magasin aux États-Unis. Donc, vous ne pouvez pas choisir votre emballage uniquement là-dessus. Moi, ce que je peux vous dire simplement, c'est que le recyclage, le produit recyclable et recyclé dans l'endroit où c'est consommé, c'est le meilleur produit. Et ça, il faut se poser la question. Par contre, tout ce qui est réutilisation de consignes liées à un produit très marketé, c'est-à-dire on remplit une bouteille de Coca avec des bouteilles de Coca, par exemple. Ça, c'est extrêmement compliqué. Et donc, aujourd'hui, on en est, puisqu'on est tous en train de créer des boîtes et pas en train de gérer des millions de boîtes, prenez quand même des choses qui sont pas trop contraignantes, pas faire chier le consommateur au point que ça empêche votre produit de se vendre. Voilà, enfin, voilà, si vous me permettez. Par contre, ça peut être un moyen de fidéliser très très fort. Alors, c'est plutôt du marketing que de l'emballage, quoi. Oui, c'est beaucoup de market. Le circuit de distribution est très important, c'est vrai ce que vous dites. Si vous en fait commercialisez votre produit dans différents circuits, ça va pas être simple. Faut demander en fait au point de vente de centraliser vos emballages. Ensuite, comment vous faites pour les récupérer, vos emballages? Enfin, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué, mais ça représente un coût, et au niveau environnemental, c'est pas forcément mieux pour l'environnement. C'est pas forcément une piste que je vous recommanderais, Ouais. que je mettrai en place. Ouais. Marie Curveillé, je ne sais pas si tu nous entends, si tu peux prendre le micro, parce que je voudrais juste aborder le sujet de la céramique avec toi. Je pense que tu as peut-être des questions. Non, je sais déjà qu'il y a un circuit spécifique pour la céramique. C'est assez compliqué parce que c'est vraiment un circuit particulier. Ça se met pas. Les personnes pensent que ça se met avec le verre, mais en fait pas du tout. Ça se met vraiment dans un circuit particulier réservé à la céramique. Donc c'est vrai que c'est assez contraignant. Et quand ça n'est pas dans ce circuit-là, ça se met dans les déchets ménagers en fait. Et c'est vrai que les gens ne le savent pas forcément en fait. D'où l'importance d'indiquer les consignes de tri sur les emballages. Exactement. Ouais.
Mais moi, je vais essayer de faire de la pédagogie à ce niveau sur les réseaux sociaux pour que les gens comprennent l'importance de bien placer au bon endroit l'emballage, quoi. Ouais. Ouais, c'est ça. Je pense que maintenant, sur les nouveaux matériaux qu'on développe en cosmétique, c'est vraiment développer la pédagogie et emmener le consommateur, le client final en tout cas, à avoir les bons gestes de tri derrière. Ouais. C'est ça. Ouais. Pour resituer, Fred, avec Oali, du coup, vous êtes vraiment, je te laisse pitcher Oali, mais du coup, c'est dans la continuité. Le pitch, c'est que toutes ces questions sont intéressantes, mais il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas de réponse parce que l'éducation, le mec qui se retrouve avec un pot, il a acheté un pot de céramique dans toute sa vie, qu'est-ce que vous voulez qu'il aille? Il ne va pas faire le tour de Paris ou de la France pour savoir où est-ce qu'il doit le mettre. Et en même temps, vous pouvez très bien vous le refaire livrer. Et même vous, quand vous les aurez, quand toi, par exemple, quand tu auras le stock de céramique, soit tu te la laves toi-même, mais il y a déjà le numéro de l'eau, tout ça, c'est compliqué. Soit tu le donnes à un autre circuit, tu n'es même pas sûr que cette valorisation elle soit vraiment efficace. C'est hyper compliqué. Je veux dire, vraiment, je comprends. Encore une fois, nous, Wally, on dit simplement, si vous mettez sur votre emballage notre lien pour que la personne télécharge notre application, ton pot, là où il le consomme, à Marseille, à Nice, à Strasbourg ou tout ça, nous lui indiquerons autour de chez lui où est-ce qu'il peut le poser. Ça, c'est efficace parce que on l'a éduqué, mais en même temps, on lui a donné la solution. On ne lui a pas juste dit qu'il fallait le faire, mais il faut lui dire. Mais il y a Quali qui sait faire ça, qui est capable de tout produit, y compris de la céramique, y compris le plastique, le papier, le carton, tout ce qu'on veut, le pétrole et autres. On peut lui indiquer là où il est, là où il a consommé, il a acheté et il a consommé. On peut lui indiquer le meilleur endroit pour le trier. Merci Fred. Du coup, il y a Camille qui me disait avoir des questions. Vous payez pour faire le pitch. Oui, vous m'entendez? On t'entend Camille, vas-y. Super. Déjà, merci du coup pour la présentation. Enfin, moi, j'ai appris des choses. Hein. Personnellement, je ne savais pas qu'il fallait adhérer à Citeo, etc. Donc, voilà. Donc, moi, j'ai bien compris qu'a priori, il fallait mettre le petit logo Citriman sur ces étiquetages. Alors, le logo Triman, uniquement si votre emballage est recyclable ou comporte un élément recyclable. Ouais, ok. Ouais. Et moi, j'ai une question parce qu'en fait, moi, à la base, dans mon projet, c'est plus des produits vrac, même sans emballage, puisque ce seront des produits solides. Et éventuellement, déjà, je vais les vendre principalement sur Internet et après, éventuellement, dans des réseaux vrac. Et du coup, là, souvent, il y a juste un petit dépliant ou un petit papier, en fait, pour avoir les explications et les éléments réglementaires. Et là, moi, je me posais la question s'il fallait du coup forcément quand même adhérer à Citeo. Est-ce qu'on considère qu'on génère de l'emballage? Enfin, je ne savais pas trop, en fait, par rapport à ça. Forcément, vos produits sont conditionnés peut-être dans des caisses avec des saches en plastique, je ne sais pas, mais... Alors, en fait, moi, le principe, c'est qu'il n'y aurait vraiment pas d'emballage. Le seul emballage moi, que je vais avoir après, c'est un tissu certifié contact alimentaire pour éventuellement emballer le produit. C'est un emballage, c'est un composant d'emballage. Ouais, d'accord. Enfin, oui, c'est considéré comme un emballage. Ok, très bien. Merci. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? On a encore 5 minutes devant nous. Une petite précision, c'est que 80 € par an, c'est sûr que c'est de l'argent. Je vous donne juste une information, il n'y a pas que Citeo. Hein. Il y a d'autres organismes sur lesquels vous pouvez cotiser, peut-être moins cher ou plus cher, mais ce n'est pas l'exclusivité de cette cotisation. Il y a l'éco, mais justement, on organisera quelque chose avec l'éco prochainement. Voilà, l'éco et Citeo, c'est un peu similaire, mais... c'est les deux seuls. Après le reste, là, mais voilà. On a le choix quand même. Il y a aussi Adelph. 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 A-D-E-L-P-H-E. Bon, on est déjà en contact avec l'éco de notre côté, avec LMCE, la maison de la cosmétique. Donc, du coup, on verra aussi le contact de Catherine. D'autres questions? Alors, Marie, vas-y, reprends la parole. Pardon. Oui, je reprends la main sur la parole. Non, en fait, j'ai l'impression que la meilleure solution, finalement, ce serait peut-être de faire du monomatériau. C'est on en revient à ce qu'on disait la dernière fois au cours d'une autre formation qu'on avait faite. J'ai l'impression que le monomatériau, c'est un peu la solution, en fait, dans nos packaging, parce que c'est peut-être ce qu'il y a de moins polluant, en fait, dans tout ce qui est existant sur le marché, puisque quand on a un packaging avec de l'alu, plus du verre, plus du plastique, finalement, ça rend pas du tout service, quoi. À la fin, ni aux consommateurs. Et ça complique le recyclage aussi. Voilà, ça complique beaucoup des choses. Et la meilleure solution, c'est juste de ne pas avoir d'emballage. Oui. Tout simplement.
Et qu'est-ce que je vais devenir, moi, s'il n'y a plus d'emballage? Je tire la branche sur laquelle je suis debout. Et comment on fait pour ne pas emballer les produits? Ah, bah ça, il y a des solutions. Non, mais regardez, C'est l'innovation. Regardez, vous pourriez vous interroger, c'est peut-être ce que vous faites, Marie, avec des ventes en vrac. C'est Marie ou Camille, je ne sais plus. C'est Camille qui fait du solide. Ouais, d'accord. La question qui peut se poser, c'est la propreté, on en parlait avec Sandrine l'autre jour, c'est la propreté du contenant qui est utilisé par vos clients quand ils remplissent leurs emballages, leurs propres emballages. Il faut, quand on a un produit solide, c'est pas trop gênant, mais quand on a un produit liquide, visqueux, une crème, là c'est plus problématique. Pour nettoyer des distributeurs, je ne sais pas comment fonctionne Cozy, par exemple, sur leurs distributeurs de cosmétiques liquides. Le nettoyage, en tout cas, des cuves doivent être faits. Enfin, ça doit être une tannée à faire, quoi. Je peux vous dire, et en caser mais tout le monde me connaît, donc je peux me permettre. Moi, j'étais président des cosmétiques en institut de beauté pendant 2 ans. Donc, je peux vous dire qu'à partir du moment où le développement des cosmétiques en vrac va se développer, la réglementation va devenir dure et elle ne va pas être autorisée. Le vrai problème, c'est que pour l'instant, c'est marginal. Pour l'instant, ça passe fourche codine. Dès qu'on va rentrer dans un vrai volume, d'abord, beaucoup de grandes marques vont s'y opposer si ça n'arrange pas leur stratégie. Donc déjà, si L'Oréal et LVMH et les copains Procter & Gamble vont considérer que ça les emmerde, eh ben, ça va être interdit. Point barre. Parce que le vrai problème de la prolifération du numéro de lot, de la prolifération du délai entre le moment où vous remplissez le bouteille et le moment où vous consommez, toute cette réglementation saute en éclat par rapport à ça. Évidemment, Cozy, il édite des étiquettes pour donner le numéro de lot, mais il n'est pas le garant du produit dans lequel vous le donnez. Donc, ça, moi, je me permets de vous le dire, laissant bien le ministère de la Santé, ça va exploser. Plus il y aura de volume, je suis d'accord. Ça va être réglementé. Ça va changer. Ouais, je suis entièrement d'accord. Il y a également Clarins qui a sorti ces 2 produits phares. Je ne sais pas si vous avez vu passer dans les médias, les journaux, etc. Cette distribution de l'eau dynamisante en produits, un peu comme ce qu'avait fait Angel au final, les parfums, où on vient avec son ancien flacon et on vient de remplir directement dans la cuve son produit. Mais ça aussi, en termes de nettoyage, on est sur les mêmes problématiques. Je ne sais pas comment ils vont... et la traçabilité. Et la traçabilité, bien sûr. Donc, il y a encore plein de choses à faire. Ouais. Le plus simple, c'est d'essayer de créer l'emballage parfait, donc optimisé en poids, en volume, qui intègre autant que possible du recyclé, qui est recyclable, n'est-ce pas, qui impacte au minimum l'environnement en exploitant le petit outil BI là, dont je vous ai parlé, qui est très simple à utiliser. Hein. On rentre les poids, on rentre les matériaux et on obtient un résultat. En discuter, s'appuyer sur vos fournisseurs pour les sensibiliser. Je me répète peut-être, mais c'est super important. Alors, j'espère que vos fournisseurs sont un peu au courant des choses et peuvent vous aider. Il faut choisir les bons fournisseurs, en fait, pour vous aiguiller dans les meilleurs choix d'emballage aussi. Ouais. C'est noté. Et alors, c'était le mot de la fin. Il est pile 13h ou 59. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup, Catherine. C'était, je disais tout à l'heure dans le chat, c'était dense, mais c'est des informations importantes qu'il fallait absolument évoquer. D'ailleurs, on continuera le sujet de l'analyse de cycle de vie parce que c'est un sujet à part entière. On en parlera début février avec un autre intervenant. Parce que du coup, Catherine aurait très bien pu aussi évoquer cette partie-là, mais on a fait court. Donc voilà. En tout cas, jeudi prochain, nous, on a rendez-vous avec Anaïs Bobier pour parler justement des tests cosmétiques. Lesquels choisir. Des fois, il y en a qui passent par la solution la plus simple, la moins coûteuse, pardon. Et des fois, ce n'est pas forcément la bonne idée de faire ça. Si je peux me permettre, je peux rajouter une petite précision. Si certains d'entre vous ont des questions qui se posent, hein, vous avez mon adresse mail dans le support, vous pouvez me faire un mail. Si j'ai une réponse directe à vous faire, je vous la ferai. Si ça me demande de la réflexion, ce sera peut-être un peu différent, mais si
si je peux vous aider, je le ferai avec plaisir. Voilà. Oui, c'est ce que on vous enverra la présentation avec le replay. Vous aurez toutes les coordonnées justement de Catherine et de EOPS. N'hésitez pas à aller faire un tour sur le site internet. Il y a plein d'informations aussi déjà en premier abord. Et donc voilà. Ben, merci, un grand merci Catherine pour ce temps, pour ces échanges constructifs. Merci à tous pour votre présence et puis bon appétit et à jeudi prochain. Comme vous faites. À bientôt. Au revoir tout le monde. Bye. Au revoir. Au Bon revoir. appétit. Oui.